Bienvenue dans Euronews Soir, votre journal d'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce vendredi 17 mai. Au Royaume-Uni, l'opposition travailliste claque la porte. Jeremy Corbyn rompt définitivement les discussions avec Theresa May sur le Brexit. Un réseau mondial de cybercriminels démantelé, plus de 40 000 personnes ont été victimes, près de 100 millions d'euros ont été dérobés et blanchis dans plusieurs pays, dont les États-Unis. C'est aujourd'hui la journée mondiale contre l'homophobie, un fléau qui n'épargne pas le monde du football. On en parle dans ce journal avec l'auteur d'un documentaire. Et puis la mort de l'architecte sino-américain Yeo Ming-pei à l'âge de 102 ans. On lui doit notamment la pyramide du Louvre. Les discussions sont allées aussi loin qu'elles le pouvaient. Ce sont les mots de Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition au Royaume-Uni. Ils mettent un point final au pourparlers avec Theresa May sur le Brexit. Le détail de la lettre qu'il a envoyée aujourd'hui à la Première ministre avec Maxime Bios-Duplan. Cette fois, le parti travailliste claque la porte. Jeremy Corbyn abandonne les négociations avec Theresa May sur la façon de mettre en œuvre le Brexit. Dans une lettre à la Première ministre britannique ce vendredi, il s'en explique. Les discussions sont allées aussi loin que possible, écrit le chef du Labour. Pour lui, l'autorité érodée de la dirigeante remet en cause sa capacité à concrétiser tout engagement. Plus que jamais donc, le Brexit fait du surplace et prend la poussière. 3 ans maintenant après le référendum. Il faudra donc sans doute attendre le départ de Theresa May, possible dès début juin, pour que peut-être les choses bougent. En attendant, les partisans d'un Brexit sans accord entre Londres et Bruxelles continuent de gagner des points à moins de 10 jours des élections européennes. Coïncidence du calendrier. Alors qu'un réseau mondial de cybercriminels a été démantelé cette semaine, l'Union européenne annonce une liste noire pour sanctionner les responsables des attaques menées depuis l'extérieur de l'Union européenne. Les explications de Pierre Michaud. Europol a démantelé cette semaine un vaste réseau de cybercriminels. Dirigé par un Géorgien de 35 ans, le réseau utilisait un logiciel malveillant russe, Goznim, pour pénétrer les ordinateurs de milliers de victimes à travers l'Europe et les États-Unis. Il aura fallu 3 ans d'une étroite collaboration entre les polices de 6 pays pour neutraliser les pirates, eux-mêmes disséminés sur les 2 continents. 10 personnes ont été interpellées, 5 suspects de nationalité russe sont activement recherchés. Nous avons identifié environ 41 000 victimes. Les victimes européennes et américaines, sans méfiance, pensaient qu'elles cliquaient sur une simple facture, mais donnaient en fait accès aux pirates informatiques à leurs informations les plus sensibles. Parmi ces victimes, il y avait des entreprises familiales, des cabinets d'avocats, des entreprises internationales, mais aussi des ONG qui travaillent avec des enfants handicapés. Américains, Géorgiens, Ukrainiens, Allemands, Bulgares et Moldaves, les services d'enquête internationaux ont su collaborer et s'organiser pour lutter contre un réseau criminel qui ne connaît pas les frontières physiques. Comme nous le savons trop bien, la cybercriminalité est un problème international qui exige une réponse internationale. C'est très clairement une forme de criminalité qui ne connaît pas de frontières. Cela atteint des personnes dans le monde entier et d'un seul clic, cela peut causer des millions de dollars de pertes. Nous savons aussi que les criminels et leurs serveurs peuvent être partout sur la planète et donc que la cybercriminalité représente un danger d'une ampleur inégalable. L'Union européenne s'est dotée ce vendredi d'un nouvel arsenal de mesures restrictives pour sanctionner les responsables de cyberattaques menées depuis l'extérieur de l'Union. Une liste noire a été créée et permettra notamment de prononcer des interdictions de voyager vers l'UE ou le gel des avoirs. Direction l'Allemagne, où le climat est un vrai enjeu de la campagne pour les élections européennes. Les étudiants maintiennent la pression avec des manifestations hebdomadaires depuis plusieurs mois. Marc Bouchage. En Allemagne, les enjeux climatiques sont au cœur des débats et pourraient impacter les résultats des élections européennes.
Avec leurs manifestations dès vendredi pour l'avenir, les étudiants allemands maintiennent la pression contre le réchauffement climatique. Pour eux, le scrutin européen sera décisif. C'est une élection cruciale. Nous sommes arrivés à un point de bascule. Soit nous décidons de sauver le monde maintenant, soit il sera trop tard. Un problème qui ne peut pas être résolu uniquement sur le plan national doit relever de la compétence de l'Union européenne. Voilà pourquoi l'élection est importante. S'il y a plus d'étudiants qui descendent dans la rue et qui manifestent, les responsables politiques seront obligés de faire plus attention. Les questions environnementales sont abordées par la plupart des partis allemands et le changement climatique fait désormais partie du débat au niveau national. Pour les européennes, les Verts allemands pourraient arriver en deuxième position derrière les conservateurs et devant les sociodémocrates. À l'extrême droite de l'échiquier politique, le changement climatique est aussi discuté, mais d'une manière bien différente. Les partis populistes de droite misent sur le rejet de la question du changement climatique. Le parti AfD s'interroge sur le changement climatique dans son ensemble. Et le fait que les Verts ne soient plus les seuls à parler de cette question en fait un enjeu encore plus important dans la campagne électorale. Si l'Europe dispose de compétences en matière climatique, ce sont les États qui les mettent en œuvre au niveau local et les partis politiques l'ont bien compris. Ce n'est pas une question qui relève exclusivement de l'Union européenne, mais c'est une question qui permet de toucher et de mobiliser le public d'une manière simple. C'est la raison pour laquelle les partis s'en emparent. En Allemagne, les élections européennes seront-elles des élections climatiques? C'est ce qu'espèrent en tout cas les militants pour le climat. This is Jonah Kalgren reporting for Euronews from Berlin. En France, Nicolas Sarkozy ne devrait pas échapper à un procès en correctionnel. L'ancien président de la République vient de perdre un recours devant le Conseil constitutionnel. Nicolas Sarkozy bientôt face à des juges pour ses dépenses de campagne en 2012. C'est désormais presque certain, car le Conseil constitutionnel a rejeté ce vendredi le dernier recours qui lui aurait permis d'échapper à un procès dans l'affaire Big Malion. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la défense de l'ancien président français estimait que la sanction financière décidée à son encontre en 2013 empêchait qu'il soit poursuivi à nouveau. Mais cette sanction portait sur un dépassement de 360 000 €, alors que l'on parle aujourd'hui de dépenses de plus de 20 millions d'euros, au-delà du seuil autorisé pour une campagne électorale, fût-elle présidentielle. La finale du concours de l'Eurovision, ce sera demain soir à Tel Aviv. Une soirée à suivre en direct sur notre site internet. Eurovision, les paillettes, la chanson, mais aussi son lot de polémiques. Grégoire Laury. Vous pouvez être fan ou trouver cela kitsch, mais une chose est certaine, l'Eurovision ne laisse personne indifférent. Le concours, qui se déroule ce samedi en Israël, n'échappe pas aux polémiques. C'est finalement Tel Aviv qui a été retenu. La ville de Jérusalem était trop controversée et les risques de boycott élevés. De nombreuses voix s'interrogent aussi sur la pertinence d'organiser l'événement dans un pays en conflit depuis des décennies. La poussée de tension entre Israël et les Palestiniens renforce en effet les doutes des plus sceptiques. Ce n'est pas seulement parce que l'événement pourrait légitimer l'occupation des territoires palestiniens par Israël, c'est aussi parce qu'Israël n'est pas pleinement achevé en tant que pays, et de nombreuses personnes vivent dans des conditions ambiguës en raison de la juridiction. Je pense que de plus en plus d'Israéliens sont sensibles à cela, et c'est pourquoi il y a eu tellement de manifestations et de contestations à propos de l'Eurovision. D'autres observateurs estiment qu'Israël est en droit d'accueillir l'événement musical, mais ils soulignent que l'organisation devrait respecter les fidèles qui prient dans la mosquée située juste à côté du pavillon de l'Eurovision. Lorsque nous prions à l'intérieur, il n'y a pas cette atmosphère solennelle à cause de la musique. Cela fait une semaine que ça dure. Lorsque nous prions le soir, c'est bruyant pour les fidèles. Les polémiques cette année sont aussi sur la scène. Le représentant italien d'origine égyptienne, Mahmoud, et le chanteur français, Bilal Hassani, sont la cible d'attaques homophobes.
Je vous le disais en titre, ce vendredi est la journée mondiale contre l'homophobie. Le monde du sport et notamment le football ne sont pas épargnés. En France, la Ligue de football professionnelle a lancé un plan d'action pour lutter contre l'homophobie dans les stades. Ce soir, sur les pelouses de Ligue 2 et demain en Ligue 1, les capitaines, les coachs, les délégués de match, les arbitres sont tous invités à porter un brassard aux couleurs de l'arc-en-ciel. Pour en parler, je reçois Johan Lemaire. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes footballeur amateur et vous avez vous-même été victime d'homophobie dans votre club. Vous signez un documentaire intitulé « Footballeur et homosexuel au cœur du tabou » pour raconter votre histoire et dénoncer l'homophobie dans le foot. Que pensez-vous de cette initiative de la LFP ? Ça fait plus de 6 mois qu'on y travaille et là on y est, ça y est, enfin. Je pense que c'est une très grande avancée et puis ça va permettre d'ouvrir le débat une bonne fois pour toutes, que l'homosexualité a toute sa place dans le milieu du football. Il faut arrêter un petit peu de croire que l'homosexuel ne peut pas jouer au foot, donc c'est bien, c'est une très bonne chose. Alors vous dénoncez aussi les mots extrêmement violents de la part de certains supporters, l'agressivité, le mépris qui est finalement banalisé autour des terrains de foot. Quelle est la solution d'après vous? Est-ce qu'il faut arrêter les matchs quand ça arrive? Je pense qu'on finira par arrêter les matchs, mais j'ai envie de dire, en un premier temps, il faut ouvrir le débat avec les supporters. Voilà, il faut sensibiliser, en discuter, essayer de trouver des actions en commun avec les supporters, parce qu'il y a des groupes de supporters, il y a des référents. Donc, avant de tout de suite prendre des mesures et de punir, j'ai envie de dire qu'il faut déjà en parler. C'est une bonne chose. Comment vous expliquez, vous, finalement, qu'en 2019, le fait d'être homosexuel est aussi tabou dans le monde du football? C'est une question qui peut être passionnante. On ne connaît pas de footballeur qui ose parler d'homosexualité. Tout simplement en parler. Je ne parle même pas de parler de son homosexualité. Simplement de dire que voilà, ils sont simplement prêts à jouer avec un joueur de foot homo. Même ça, j'ai essayé énormément de joueurs. Personne ne veut parler. Seul Antoine Griezmann m'a fait ce cadeau d'en parler parce que c'est tabou, ils ne se sentent pas concernés, ils préfèrent aseptiser leurs réflexions, ils ont un petit peu peur de prendre des risques de dire une connerie dans la presse, donc ils ne se sentent pas concernés, on n'en parle pas et puis comme ça on est tranquille. Donc aujourd'hui un joueur homosexuel, un joueur de foot homosexuel se cache? Alors il se cache, il n'en parle pas, il fait même parfois semblant d'être hétéro, donc ce qui est assez horrible. On a une vie sociale autour du foot, c'est-à-dire que les femmes des joueurs sont en tribune et se retrouvent après le match pour aller boire un verre. Pourquoi un joueur de foot homo ne peut pas venir avec son homme ou une femme avec sa femme? Je pense qu'il ne faut pas dire « soyez tous homos, c'est génial », c'est pas promouvoir l'homosexualité, c'est simplement dire « bon écoutez, arrêtons d'être… sexiste, homophobe ou beauf, des fois c'est agressif, méchant. Puis le but c'est d'ouvrir le débat, qu'on en parle et on dédramatise l'homosexualité pour que tout le monde puisse jouer au foot tout simplement. On peut en rire, c'est ça qui est drôle. Il faut en rire, mais il ne faut pas non plus être arrogant, violent et méprisant envers eux. Johan Lemaire, un grand merci pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'auteur du documentaire Footballeur et homosexuel au cœur du tabou. Merci. Merci à vous. Merci. Il est l'auteur de la célèbre pyramide du Louvre à Paris, très controversée quand elle a vu le jour il y a déjà 30 ans. L'architecte sino-américain Yeo Ming Pei est mort. Il avait 102 ans. Yeo Ming Pei n'est plus. L'architecte célèbre pour avoir conçu la pyramide du Louvre s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 102 ans. Né à Canton en Chine, naturalisé américain, il avait été choisi par François Mitterrand en 1983 afin d'offrir au Louvre l'entrée centrale que le plus grand musée du monde ne possédait pas. Alors ciblé par de virulentes critiques, son projet de pyramide lui avait valu le prix Pritzker, équivalent du Nobel de l'architecture. Son œuvre parisienne résume parfaitement sa sensibilité architecturale, mêlant modernité et classicisme. C'est la fin de cette édition. Restez sur Euronews. L'information continue. Très bon week-end. À bientôt.